Bonjour ou bonsoir à chacune et à chacun. Les sondages conduits récemment auprès des jeunes Martiniquais, d'un échantillon en tout cas de jeunes Martiniquais, montrent quelque chose d'un peu surprenant, c'est que pour un très grand nombre de jeunes Martiniquais, la préoccupation principale n'est pas le chômage, n'est pas le transport en commun, n'est pas l'insécurité dans le quartier. La préoccupation principale, et ce n'est pas seulement chez les jeunes, c'est la crainte d'un grand conflit mondial, d'une guerre mondiale, d'une troisième guerre mondiale. C'est dire que ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Iran, crée un stress supplémentaire dans la tête des Martiniquais, comme d'ailleurs de beaucoup d'autres personnes sur la planète. Comment être tranquille quand on apprend que le gouvernement américain a décidé de bombarder Téhéran, ou que le gouvernement israélien a décidé de bombarder encore Gaza, avec déjà à Gaza, depuis 1 an et demi, plus de 55 000 morts. Donc, cela provoque du stress, et donc cela vous concerne personnellement. Et vous avez des comptes à demander à vos représentants sur ce qui se passe dans le reste du monde. Alors, globalement, ce à quoi on assiste, c'est en tout cas l'analyse que je vous propose, c'est à un déplacement des centres de pouvoir. Pour être précis, l'Empire américain chancelle depuis 15 ou 20 ans, et cet Empire américain, avec ses satellites, que sont la plupart des pays européens, notamment l'Angleterre, cet Empire américain ne sait pas comment maintenir sa suprématie et recourt aujourd'hui à toutes sortes de violences pour maintenir cette suprématie. Et nous sommes donc entrés, notamment avec le président américain qui est en place depuis janvier, mais son prédécesseur n'était pas beaucoup plus glorieux de ce côté-là, nous sommes entrés dans une phase qui sera une phase de violence à laquelle il faut que nous nous préparions en étant aussi prudents que possible dans notre vie personnelle. Alors prenons quelques-uns des conflits en cours pour tenter d'en comprendre le fond en liaison avec ce que je viens de dire sur l'Empire américain. Prenons d'abord le cas de ce qui se passe au Moyen-Orient et notamment de Gaza. La création de l'État d'Israël, vous le savez, est quelque chose de décidé au niveau occidental depuis assez peu de temps. C'est en 1917 qu'un ministre anglais des Affaires étrangères, qui s'appelait Balfour, avait promis au mouvement sioniste, c'est-à-dire au mouvement israélite international, un foyer au Moyen-Orient. Et quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, et à l'occasion de cette Deuxième Guerre mondiale, l'Holocauste, c'est-à-dire l'extermination de plusieurs millions de Juifs en plein milieu de l'Europe, notamment à Auschwitz, et bien que l'Occident a considéré qu'il lui fallait donner vraiment une suite à la promesse de Balfour et permettre aux Israélites de créer un véritable foyer national, plus que ça, un véritable État au Moyen-Orient. Le problème, c'est que l'Occident n'était pas propriétaire du Moyen-Orient et des terres sur lesquelles les sionistes avaient commencé à s'installer depuis déjà plusieurs dizaines d'années. Les propriétaires de ces terres étaient des Palestiniens
qui était depuis des centaines, pour ne pas dire des milliers d'années. Même si les Israélites disent que dans l'Ancien Testament, c'était la terre promise, de fait, au début du XXe siècle, il y avait beaucoup moins d'Israélites dans ce secteur que de musulmans. Et alors, pour se faire leur place, les Israéliens et les Israélites de confession, Israéliens de nationalité, eh bien, ont procédé à ce qui était inévitable, c'est-à-dire à l'expulsion assez brutale de ceux qui y étaient. Et cette expulsion a commencé depuis les années 40 et ne s'est pas encore achevée aujourd'hui. Alors, chacun porte le jugement qu'il veut sur la politique des Palestiniens et la politique des Israéliens, mais il faut avouer, on ne peut pas faire autrement, que créer cette situation-là en 1948 était créer un sac de nœuds invraisemblable. D'ailleurs, il y a un homme qui avait vu venir cette situation telle que nous la vivons gravement aujourd'hui, c'était le général de Gaulle, dans une conférence de presse restée célèbre qu'il avait tenue à la fin de 1967. Le général de Gaulle disait que c'était un conflit qui n'allait jamais se terminer, les uns et les autres se croyant avec beaucoup de bonne foi légitimes à occuper cet endroit-là. Et la solution que ceux qui n'ont pas réfléchi au problème proposent en permanence, à savoir la création d'un deuxième État, est tout sauf une bonne solution dans la mesure où tout État palestinien nouveau, il y a déjà 22 États arabes dans la région, et puis il y a déjà la Jordanie dans cette région-là, mais tout État palestinien nouveau, eh bien, serait forcément en conflit permanent avec l'État israélien. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la meilleure solution, c'est d'organiser un seul État qui comporterait aussi bien des musulmans que des Israélites et des chrétiens, avec un système fédéral qui permettrait un partage du pouvoir entre les uns et les autres. Mais vous l'avez compris comme moi, ça relève un petit peu de l'illusion. La solution n'est pas encore visible et attendons-nous à ce qu'il y ait encore beaucoup de violence. Ce qui se passe là, à Gaza, ne peut pas recevoir un autre qualificatif que le qualificatif de génocide, et nous devons, nous, comme toute personne humaniste, eh bien, tenter par tous les moyens possibles de faire en sorte que cela s'arrête le plus tôt possible. Alors, ce conflit au Moyen-Orient, ce conflit à Gaza, il est, vous l'avez vu, soutenu par les États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, d'abord, il y a la présence aux États-Unis d'un électorat israélite qui est très influent et qui, pas unanimement du tout, parce qu'il y a beaucoup de divisions à l'intérieur, mais une partie de l'électorat israélite américain insiste auprès du gouvernement américain pour que l'État hébreu soit soutenu. Bon. Et puis, l'État d'Israël représente les intérêts américains dans cette région-là du monde. C'est une région où il y a, comme vous le savez, beaucoup de pétrole et beaucoup de gaz, et les Américains préfèrent que toutes les richesses du sous-sol et même de sous la mer dans cette région-là soient entre les mains d'un État israélite, qui est leur ami, plutôt qu'entre les mains d'autres États islamistes qui ne seraient pas nécessairement aussi amis avec les Américains que ne l'est l'État hébreu. Donc il y a là une sorte de porte-avions américain au Moyen-Orient, et on ne voit pas très bien comment ce conflit peut s'arrêter à court terme.
c'est un conflit qui va nous préoccuper, vous préoccuper pendant de longues années et provoquer chez les uns, chez les autres, chez les jeunes, chez les adultes et chez les personnes âgées, eh bien, un stress supplémentaire. Et puis il y a l'autre conflit qui est beaucoup plus récent, qui est le conflit de l'Ukraine. Comme on a eu l'occasion déjà de le dire, lorsque, à la fin en 1989, le mur de Berlin est tombé, eh bien, l'Union soviétique était véritablement à la ramasse. Disons que l'économie était par terre, l'armée était par terre, l'administration était par terre, parce que tous les pays satellites de la Russie ont pris au fur et à mesure leur indépendance, et la Russie, parmi l'Ukraine bien entendu, et la Russie s'est retrouvée un petit peu toute nue. Et la Russie, à ce moment-là, a tendu la main aux Occidentaux en leur disant « Nous avons une économie à reconstruire, il faut que vous nous aidiez ». Il y a eu M. Eltsine, qui était président du Conseil des ministres en Russie à l'époque. Ensuite, il y a eu M. Poutine et M. Medvedev, qui étaient un peu son acolyte. À ce moment-là, la main tendue par les Russes, il faut le redire, n'a pas été prise par les Occidentaux. D'une part, parce que l'Europe, à cette époque-là, n'avait pas de politique étrangère, et n'a d'ailleurs toujours pas de politique étrangère, mais surtout parce que, eh bien, l'influence américaine s'est manifestée véritablement dans de grandes largeurs. C'est-à-dire que le gouvernement et les services secrets américains, la défense américaine, bref, l'ensemble des dirigeants américains, le complexe militaro-industriel américain, ont considéré, donc dans les années 1980, que l'occasion était bonne de tenter de faire chuter carrément l'ensemble de la Russie, comme l'Allemagne de l'Est avait chuté, comme les pays qui entourent la Russie avaient également changé de camp. Donc il y a eu une pression de fait pour faire chuter la Russie. Alors que l'Europe aurait pu à ce moment-là se rappeler le mot d'ordre consistant à parler de l'Europe à l'Oural, comme le préconisait le général de Gaulle, eh bien l'Europe s'est laissée influencer par les États-Unis. Et ce qui s'est produit, eh bien, c'est que de guerre lasse, les Russes ont cessé de tendre la main aux Occidentaux et se sont mis à se réarmer, et puis ont envahi la Crimée, ont envahi l'Ukraine, etc. Et c'est le point où nous en sommes aujourd'hui. Il y a eu tout de même une étape intermédiaire entre les années 1990 et aujourd'hui. Ce furent les accords de Minsk en 2014-2015, au cours desquels l'Union européenne, représentée par Mme Merkel et M. Hollande, avait promis à M. Poutine d'organiser la paix en Ukraine, et cette organisation de la paix promise n'a jamais été réalisée avec le concours de M. Poutine. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui avec cette erreur commise en 1990-2000 est reconnue par les meilleurs spécialistes de géopolitique internationale. Ce n'est pas une appréciation qui m'est propre. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une autre guerre à la frontière de l'Union européenne, puisque la Pologne est membre de l'Union européenne, et la Pologne est vraiment tout près de l'Ukraine et de la Russie. On se retrouve avec une autre guerre génératrice de stress, comme on l'a déjà dit, d'inquiétude, de difficultés au quotidien psychologiquement, et puis génératrice de dépenses supplémentaires. Lorsqu'on nous dit qu'il faut porter le budget de la défense nationale à 5% du produit intérieur brut, cela veut dire autant d'argent en moins pour l'école, autant d'argent en moins pour la recherche,
autant d'argent en moins pour les hôpitaux, etc., etc. Donc, on est là dans une situation de violence qui n'est pas près de s'arrêter et sur laquelle il est important de trouver un certain nombre de remèdes. Alors, quels sont les remèdes? D'abord, rappelons-nous que les guerres ne sont pas le simple produit d'une analyse internationale des choses. C'est-à-dire que les guerres sont d'abord le produit d'une analyse interne à chaque pays. Prenons le cas d'Israël. Le gouvernement israélien actuel est un gouvernement de coalition, comme dans beaucoup de pays. Et à l'intérieur de cette coalition qui gouverne Israël, il y a des partis politiques qui ne sont pas nécessairement très importants, mais qui comptent électoralement et qui sont radicalement opposés à ce qu'il y ait un deuxième État au Moyen-Orient et qu'il y ait un accord qui n'inclurait pas la disparition du Hamas, qui est le principal parti de la Palestine. Donc le gouvernement israélien est composé en partie d'extrémistes. On dira de gauche ou de droite, je ne sais pas s'ils sont de droite ou de gauche, ce sont en tout cas des extrémistes qui sont favorables à la guerre le plus longtemps possible. Eh bien, M. Netanyahou sait que s'il allait dans la direction d'un accord, ces gens-là cesseraient de le soutenir au gouvernement et au Parlement, et que c'est son pouvoir qui serait immédiatement remis en cause. Donc cette guerre internationale, ce génocide en cours, s'explique largement, non pas par des considérations internationales, mais par des considérations nationales internes à Israël. Lorsque, aux États-Unis, M. Trump décide de continuer la guerre, contrairement à ce qu'il avait annoncé pendant ses campagnes électorales, il avait dit qu'avec lui, les guerres interminables s'étaient terminées. Eh bien, quand il décide de bombarder l'Iran, comme il l'a fait ces derniers jours, eh bien, ça veut dire qu'il paye un gage à un certain nombre de ceux qui ont contribué à son élection, notamment au fameux complexe militaro-industriel, c'est-à-dire aux entreprises qui fabriquent des avions, qui fabriquent des fusées, qui fabriquent des munitions, etc., etc. La guerre produit de l'activité économique, produit des commandes et produit des bénéfices pour les actionnaires. Ça produit également des emplois pour les ouvriers qui travaillent dans les usines d'armement. Donc, les groupes de pression internes à chaque pays, eh bien, interviennent pour que les gouvernements fassent de nouvelles guerres ou bien continuent des guerres qui sont déjà commencées. Rappelez-vous qu'en 2003, M. Bush, étant président des États-Unis, M. George Bush Jr. a déclaré qu'il allait faire la guerre à l'Irak parce que l'Irak avait des armes de destruction massive. Eh bien, enquête faite, l'Irak n'avait pas d'armes de destruction massive et l'Irak a été bombardé par les Américains et aujourd'hui, l'Irak est dirigé par des gens qui sont, entre guillemets, les amis des États-Unis. Alors, ces temps-ci, on parle beaucoup de traduire M. Poutine ou M. Netanyahou devant la Cour de justice internationale. Il serait intéressant de faire la même démarche vis-à-vis de M. Bush ou de l'ancien Premier ministre anglais qui avait été l'un des alliés les plus farouches, les plus féroces de M. Bush dans l'invasion de l'Irak. Même le Conseil de sécurité de l'ONU qui avait voté en faveur d'une intervention en Libye, intervention qui s'est traduite par l'exécution de Omar Kadhafi,
qui était un centre de l'unité africaine, eh bien, cette expédition-là, on n'a pas vu demander l'organisation d'un procès pour punir les gens qui y avaient participé de loin ou de loin. Bref, aujourd'hui, le problème est d'être conscient que tant qu'un certain nombre d'aménagements ne sont pas apportés au fonctionnement interne des démocraties contemporaines, eh bien, on aura des difficultés. Tant que la conquête du pouvoir et la garde du pouvoir par ceux qui l'ont déjà passeront par une opposition par rapport à les autres qui veulent également le pouvoir, eh bien, toutes les armes, entre guillemets, psychologiques et matérielles pourront être mobilisées pour que ce pouvoir soit entre les mains d'une fraction de la population. Alors, que faire ? Que faire ? C'est réfléchir sur le fonctionnement des démocraties contemporaines. C'est-à-dire se demander s'il n'y aurait pas un moyen d'organiser la vie démocratique à l'intérieur des différents pays pour que la guerre ne soit pas un moyen de pouvoir, ce qu'elle est aujourd'hui, un moyen de pouvoir. Il y a quelques pays qui se sont rapprochés de cette conception des choses. C'est le cas des pays du nord de l'Europe qui ont une démocratie relativement apaisée, qui ne demande rien à personne. Il y a aussi un pays qui n'est pas exactement une démocratie, mais qui ne déclare la guerre à personne jusqu'à présent, c'est la Chine communiste. Il faut le dire, qu'on soit communiste ou qu'on ne soit pas communiste, eh bien, la Chine communiste a conquis l'économie mondiale sans déclarer la guerre militaire à personne. Alors peut-être que demain, elle va déclarer la guerre à Formose, Taïwan. Ça paraît plus que probable. Mais pour le moment, eh bien, la victoire de la Chine sur les autres pays de la planète, notamment sur les États-Unis, est une victoire économique et commerciale. Ce n'est pas une victoire militaire. D'ailleurs, rappelez-vous qu'il y a quelques semaines, lorsque le président américain a doublé ou triplé les droits de douane sur les exportations de la Chine, eh bien, au bout de quelques jours, M. Trump a dû faire machine arrière. On n'a pas su, les médias ne nous ont pas dit ce qu'il y avait eu comme négociation entre ces deux présidents de superpuissance, mais il n'est pas difficile de deviner que le fait que les Chinois souscrivent quotidiennement à des bons du Trésor américains, eh bien, était un fait déterminant. S'il y avait un bon du Trésor de 50 milliards de dollars qui arrivait à échéance et sur lequel le gouvernement américain comptait pour payer son personnel fédéral par exemple, eh bien, il suffisait que les Chinois disent au président américain ce bon du Trésor de 50 milliards ne le renouvelle pas, donc donnez-nous notre argent, et tout de suite, eh bien, pour que les choses soient très compliquées pour le gouvernement américain. Et je dis 50 milliards, la réalité porte sur plusieurs centaines de milliards. Donc, la Chine a fait ce travail et a conquis l'économie mondiale. Alors, mais pas par la guerre commerciale, économique, pas par la guerre militaire. Et puis, il y a, alors bon, la Chine est un pays où la contrainte est partout, la liberté existe peu, même s'il y a une fraction de la bourgeoisie chinoise qui voyage et qui vit du beau temps, mais la majorité de la population est tout de même privée de liberté. Bon, peut-être que l'histoire de la Chine n'est pas un pays non plus de victoire de la liberté dans le passé. C'est un autre débat. Et puis, il y a un exemple que je me plais à citer souvent, l'exemple de la Suisse, qui est un pays où il n'y a pas cette violence venue du haut. La vie politique organise la violence venue du haut. Et pas seulement aux États-Unis, pas seulement en Europe,
En Martinique, c'est une réalité. Regardez comment les responsables politiques se disputent matin, midi et soir pour avoir ou garder le pouvoir. Eh bien en Suisse, parce qu'ils ont été au centre d'une région beaucoup concernée par la guerre, eh bien en Suisse, ils ont décidé qu'il y aurait autour de la table du gouvernement bien des représentants de tous les partis politiques représentés au Parlement. Si bien que ni vous ni moi ne connaissons le nom du président du gouvernement de Suisse. C'est un président qui tourne tous les ans et qui est chaque année le représentant d'un parti différent. Donc il assure de la coordination, il assure l'organisation du dialogue, mais il ne fait pas carrière comme président du gouvernement. Il y va y avoir des élections municipales dans quelques mois au niveau national. Il va y avoir des élections municipales. Et vous le savez, dans les 34 communes, il y aura des listes qui vont se présenter et qui vont naturellement s'écharper, comme s'écharpent déjà à l'Assemblée nationale les députés ou au Sénat les sénateurs. Proposition concrète. Qu'est-ce qui empêche les différents leaders de liste de prévoir que si leur liste gagne, eh bien, ils proposeront aux représentants de l'autre ou des autres listes de siéger à l'intérieur du bureau du conseil municipal. Parce que la liste qui va gagner, celle qui va gagner, eh bien, aura peut-être 55-60% des voix. Parfois 51%, 52% des voix. Et puis il y aura plus de 45% des électeurs qui ne se sentiront pas représentés. Est-ce que cela est raisonnable ? Donc la proposition très concrète que je fais et qui correspond à une observation souvent faite par les lecteurs, disant « mais mettez cause autres ensemble, entendre cause autres ». Eh bien, elle consiste à dire mais que la liste qui sera arrivée première et qui va choisir le maire, eh bien, annonce avant l'élection, puis si elle n'a pas annoncé avant, qu'elle le fasse après, qu'elle va faire entrer au bureau du conseil municipal des représentants de la liste ou des listes qui ne sont pas arrivées premières. Comme cela, on va réunir l'ensemble des énergies, l'ensemble des intelligences et faire beaucoup baisser la pression. Rappelez-vous qu'il y a quelques années, aux élections à la CTM, il y a eu une alliance entre la liste de M. Alfred Marie-Jeanne et la liste de M. Yann Monplaisir, au détriment de la liste conduite par M. Letchimy. Eh bien, le nombre de voix recueillies au deuxième tour par la nouvelle liste Monplaisir-Marie-Jeanne, ce nombre de voix a été sensiblement supérieur à l'addition des voix obtenues par chacune de ces deux listes au premier tour. Ça veut dire que l'électeur n'attend que cela. Pourtant, c'était tout de même assez surprenant pour l'électeur martiniquais de voir sur la même liste des personnes qui se réclamaient, à mon avis, pas très sincèrement, de l'indépendance, et des personnes qui se réclamaient plus sincèrement du refus de l'indépendance. Eh bien, l'électeur a plébiscité cette démarche-là. Si demain, l'électeur constate qu'aux élections municipales, il y a la présence au bureau du conseil municipal de listes différentes, en fait des représentants de listes différentes, l'électeur ne pourra que s'en réjouir. Et ce sera un pas de fait vers la paix. Chacun d'entre nous dit « mais en tout pitié, ça voulait m'en faire, ma voix ne compte pas, etc., etc. » Mais le chemin le plus long commence par un pas
ensuite continue par 2 pas, par 3 pas. Vous avez l'occasion, vous qui êtes électeurs, dans les communes de la Martinique, il y en a 34, eh bien, d'influencer vos amis politiques, vos adversaires politiques pour aller dans cette direction. Alors, l'amour propre est ce qu'il est. Rappelez-vous qu'aux élections à la collectivité, à la région, à la CTM, en Martinique, ceux qui sont arrivés premiers dans l'opposition, c'est-à-dire ceux qui ont perdu leur poste ou qui n'ont pas conquis le poste qu'ils voulaient, n'ont pas siégé à l'Assemblée. C'est un signe de grand mépris pour l'électeur. Vous avez conduit un combat, c'est pas parce que vous l'avez perdu que vous ne devez pas siéger. En Guadeloupe, ce n'est pas le même comportement du tout. En Guadeloupe, ceux qui ont perdu siègent. Eh bien, dans les conseils municipaux, peut-être que ce n'est pas la tête de liste elle-même qui va voter, qui va siéger, mais qu'ils se mettent d'accord en fonction des personnalités et donc du feeling. Qu'on ne me dise pas que dans des communes de 6-7 000 habitants, les gens sont nécessairement des ennemis. Donc il faut que l'électeur intervienne, que l'électeur influence pour qu'il y ait une alliance de fait de ce côté-là, une répartition des tâches et que la commune, ensuite les communautés de communes avancent. Quand on voit que dans des petites communes, il y a 4 listes, 5 listes de 30 ou 35 personnes, est-ce que vous croyez sérieusement qu'il y a 4 fois ou 5 fois 35 personnes qui sont disponibles, je ne parle pas de capacité, mais qui sont disponibles pour contribuer à gérer les affaires de la commune? Je ne le pense pas. Donc il faut réunir dans la même équipe tous ceux venant de différentes listes qui sont les plus capables, les plus disponibles pour gérer la commune. Donc ça vous paraît évidemment très loin des problèmes internationaux. Mais si on ne crée pas au fur et à mesure la culture du dialogue, la culture de la relation apaisée dans notre vie quotidienne, eh bien ceux que nous appelons à nous représenter au niveau national, voire au niveau international, ne s'estimeront pas obligés d'être plus pacifistes que vous ne l'aurez été au niveau des élections communales ou des élections territoriales. Donc tout cela se tient, et vous voyez que le monde est devenu très petit, que ce que nous faisons, ce que nous disons, c'est les réseaux sociaux qui en témoignent, à notre échelle, eh bien, peut avoir des conséquences très importantes à l'échelle internationale, voire à l'échelle mondiale. Alors, lorsque nous essayons de comprendre la situation internationale, il faut que nous sachions que souvent, les vraies motivations sont d'ordre interne. Les leaders mondiaux, eh bien, ils agissent pour leurs intérêts nationaux, voire leurs intérêts de circonscription législative ou sénatoriale. Je veux, avant de terminer, souhaiter qu'il y ait une politique internationale de la France et de l'Europe qui soit clairement exprimée et qui soit bien comprise aujourd'hui. Quelle est la politique de l'Europe, sinon de jouer les toutous à côté de ce que font les États-Unis? Je n'en vois pas, personnellement. Donc il nous faut avoir une politique internationale de la France. Le général de Gaulle parlait de la grandeur de la France. D'ailleurs, c'est un thème qui a été repris par Trump, Make America Great Again, c'est exactement la même chose. Mais qu'on trouve un mot d'ordre mobilisateur pour la France, qu'on trouve un mot d'ordre mobilisateur pour l'Europe, parce que l'Europe a la possibilité, dans ce grand chamboulement qui a commencé il y a 20 ou 25 ans, eh bien, d'avoir sa propre politique, qui n'est ni la politique de la Chine, ni la politique de la Russie, ni la politique des États-Unis, la politique européenne. Et nous-mêmes, quelle est notre vision? Notre vision martiniquaise. Nous pouvons avoir notre vision martiniquaise. Nous devons avoir notre vision martiniquaise. Et quelle est notre vision? Quelle vision pourrons-nous avoir? Ben, je vous propose la vision suivante. D'abord, exceller chez nous, être exemplaire chez nous, et puis simultanément,
féconder le monde de nos cultures métisses. Et dans cette fécondation du monde de notre culture métisse, la France et l'Europe sont d'excellentes rampes de lancement. Merci de votre écoute. À un autre soleil.